Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce mardi 8 juillet. Toute l'actualité près de chez vous, invités, reportages, rencontres, décryptages, votre météo à venir. Et nous reviendrons dans ce journal sur la bonne note attribuée par l'OCDE à Monaco en matière d'entraide à travers le monde. Wilfried Derry, chargé de mission département des relations extérieures et de la coopération en principauté, sera notre invité dans un instant. La culture à Monaco dans tous ses états, pour tous les goûts, toutes les couleurs, comme au Grimaldi Forum. Couleurs, l'exposition phare lumineuse de cet été 2025. À la salle d'exposition du quai Antoine Ier, demain, l'océan, avec un point d'interrogation final lourd de sens et de signification. Élodie Antoine, commissaire de l'exposition, sera notre invité. Et puis une autre exposition consacrée cette fois à Vincent Van Gogh, à la Camille Art Gallery, avenue Princesse Grace. Nous terminerons ce journal par les plaisirs de la table ce soir avec le gala du grand cordon d'or de la cuisine française et les toutes dernières intronisations célébrées hier à Monaco. On les reconnaît grâce à leur uniforme. Les pompiers de Monaco adoptent une nouvelle tenue de feu, un équipement mis à jour selon les toutes nouvelles normes, plus léger, plus respirant, mais surtout avec une meilleure protection. Ce nouvel habillement permet à nos soldats du feu d'intervenir dans de meilleures conditions encore. Tous les détails dans ce reportage signé Alban Gingembre, Jean-Alexandre Dordet et Paul Gougassian. C'est grâce à lui qu'on les reconnaît, il les protège en intervention. L'uniforme des sapeurs-pompiers évolue. C'est plus précisément la tenue de feu qui est mise à jour pour répondre aux nouvelles normes européennes. Le but, augmenter le niveau de protection. Les conditions sur le terrain évoluent, on a de plus en plus de matériaux qui dégagent un fort potentiel calorifique et puis la technologie existe aussi dans le textile, donc les textiles évoluants sont de plus en plus performants, donc les normes suivent un peu l'évolution technologique et tout ça pour l'unique objectif, c'est d'assurer la protection maximale du sapeur-pompier. L'idée d'un vêtement de protection pour l'incendie, c'est de résister à la chaleur convective et radiante, donc à la flamme et à la radiation, tout en permettant au corps de respirer et laisser passer la transpiration. Le pantalon maintenant est de niveau 2, donc il est plus épais, plus contraignant effectivement, mais plus protecteur. C'est la norme qui l'oblige. Et la deuxième chose, maintenant on est sur des matériaux qui sont tous non-feu de façon inhérente. Donc quoi qu'il arrive dans le temps, le vêtement va rester non-feu avec le temps. Les sapeurs-pompiers enfilent déjà cette seconde peau en intervention depuis plusieurs mois. Une tenue testée et approuvée. On sent qu'on est beaucoup mieux protégé. Parce qu'elle est quand même plus épaisse. Sur le pantalon, on a des protections au niveau des genoux. Ensuite, on a travaillé pas mal sur la veste. On a plusieurs poches qu'on a décidé de disposer sur les côtés pour pouvoir mettre nos radios ou tout le matériel qu'on va décider d'emporter. Ensuite, on a des petites attaches au-dessus pour mettre les alternats de radio ou alors des mousquetons comme ça. Par exemple, lui, il a décidé de mettre les gants sur la veste. Mais on a aussi des poches ici avec des petites attaches. En fait, la veste nous offre plein de possibilités grâce à Sioun et en même temps, du coup, c'est à nous d'en faire la bonne utilisation pour trouver la meilleure économie possible et être le plus efficace sur le terrain. Le corps des sapeurs-pompiers réalise plus de 9000 interventions par an. Des interventions souvent par temps chaud, en zone urbaine. Cette tenue plus légère et respirante, c'est un nouveau confort pour les soldats du feu. Alors que la 4e conférence internationale sur le financement du développement vient de se terminer à Séville en Espagne, l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, a publié le profil 2025 de donateurs de différents pays, dont, parmi les mieux notés, Monaco. Avec nous ce soir, Wilfried Derry, le chargé de mission au département des relations extérieures et de la coopération. Bonsoir à vous. Bonsoir. En notifiant pour la première fois à l'OCDE en 2023 les montants dédiés à l'aide publique au développement, par le gouvernement princier bien sûr, Monaco est donc officiellement entré cette fois dans le concert international des nations complètement solidaire. En effet, c'est avant tout une marque de reconnaissance sur le travail qui a été accompli depuis plus de 20 ans à l'initiative du prince souverain. Nous avons également, avec ce souhait de communication auprès de l'OCDE, nous faisons également un gros effort de transparence sur ce que nous faisons sur le terrain, démontrant ainsi toute la part que nous prenons à l'effort de solidarité internationale pour le développement. Donc c'est à la fois une reconnaissance, un accomplissement sur le fait que nous
conformant à la norme qui est mise en place au niveau international sur les politiques publiques de développement. Et nous y répondons le plus possible, effectivement. Et je pense que les gens avec qui nous travaillons au sein de l'OCDE, avec qui nous sommes en relation, sont satisfaits de nos communications et de la clarté que nous apportons à l'information communiquée. On fait désormais, Wilfried Derry, partie des pays, c'est clair, les plus engagés dans le monde, hein, et au monde. Alors, en matière relative, bien sûr, toute proportion gardée, effectivement, Monaco affiche plus de 600 € par habitant d'aide au développement. Donc, ça nous place dans le peloton de tête. Après, sur les montants, les montants en volume, il y a quelques pays, notamment du Nord, qui atteignent l'objectif international de 0,7% du RNB. Donc, la Suède, le Danemark et la Norvège. Le Luxembourg également en fait partie, mais ils sont peu nombreux. L'Allemagne est proche aujourd'hui. Et dans un contexte, en fait, cet objectif avait été élaboré dans les années 70, au début des années 70, à l'initiative de l'ONU, il s'est agi de refonder un partenariat pour le développement. Et depuis, les pays développés font ce qu'ils peuvent pour y parvenir, mais assez peu y arrivent, d'une manière générale. Et néanmoins, on a pu observer ces 5 dernières années une forte augmentation de l'aide publique au développement et un recul. En 2024, c'est dans un contexte très particulier, avec, comme vous le savez, des guerres, la guerre en Ukraine et malheureusement les guerres aussi au Moyen-Orient. Ouais, les guerres Moyen-Orient, la guerre d'Ukraine avec la Russie, bien sûr. Il y a aussi la guerre économique et puis les dernières annonces depuis sa réélection du président Trump aussi, hein, qui joue un peu avec le feu en matière de douane, en matière de taxes. Là aussi, ça compte, hein, bien sûr, jusqu'à même la fin de l'impôt mondial. Hein. Alors, disons que l'administration Trump a 2 effets majeurs sur la coopération au développement et l'aide humanitaire. Le premier, c'est en revenant sur les engagements qui ont été faits avec la suppression de ce qu'on appelle l'agence américaine, l'USAID. Donc, il est certain que là, très directement et très rapidement, beaucoup de gens vont en pâtir. Ensuite, l'influence, effectivement, avec les tarifs douaniers, qui vont provoquer un ralentissement du commerce mondial et donc forcément une baisse des revenus. Ouais. On est très pessimiste à l'OCDE pour la croissance dans le monde, on le sait depuis ce printemps, hein, ça c'est clair. Oui, effectivement. Donc forcément moins de moyens disponibles pour l'aide au développement. Et a priori, cette tendance va se poursuivre dans les années à venir. Cette tendance baissière, malheureusement. Alors, à contrario de Monaco, qui n'a pas arrêté d'augmenter son aide publique depuis 25 ans. Quand on donnait les chiffres tout à l'heure, on parlait de 630, pour être précis, c'est 637 € par an par habitant. Oui. Ça, c'est le prix de l'effort solidaire. Ça va continuer pendant de nombreuses années ? Disons que pour l'instant, la volonté du prince souverain est de maintenir, voire d'augmenter même cet effort. Nous, les perspectives que nous avons pour le prochain triennum 2025-2027, qui a déjà commencé, c'est effectivement une augmentation de près de 15% de l'aide publique. On passerait sur les 3 ans de 74 à 105 millions d'euros engagés par la principauté sur l'aide publique au développement. Donc c'est un très gros effort. Et j'espère que nous pourrons le maintenir. Mais pour les pays les moins avancés, bien sûr, il faut toujours les aider. Vous le faites à Monaco, il y a pas moins de 11 pays qui sont très ciblés dans le domaine de la santé, de l'éducation et d'un travail décent aussi, il ne faut pas l'oublier. Tout à fait. Il y a 4 thématiques prioritaires, la santé, l'éducation et la formation, l'accès au travail décent et également tout ce qui est les activités transgenres, c'est-à-dire pour la promotion du genre, l'égalité homme-femme. Qui sont au cœur de l'action de la coopération au développement menée par la direction de la coopération internationale. Une très belle reconnaissance pour Monaco dans un complexe très particulier. Vous l'avez rappelé, Wilfried Derry, merci d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes le chargé de mission au département des relations extérieures et de la coopération. C'est une belle soirée. Très bien, bonne soirée à vous. En ce début du mois de juillet, comment ne pas s'arrêter ce soir encore sur la densité et la richesse du monde culturel en principauté, avec nombre d'expositions qui viennent de débuter à Monaco, comme Couleurs, dont le vernissage a eu lieu hier soir au Grimaldi Forum en présence du prince souverain, une exposition réalisée en liaison avec le Centre Pompidou et que vous pourrez visiter jusqu'au 31 août. Couleurs, un véritable voyage sensoriel et visuel propre à repenser la perception de la couleur
dans l'art moderne. À la salle d'exposition du quai Antoine Ier, plusieurs artistes venus du monde entier plongent dans les profondeurs de l'océan pour nous alerter. L'exposition « Demain, l'océan » interroge sur notre rapport à la mer à travers l'art contemporain. Reportage signé Christinda Petit-Homel et Thomas Deus. Des méduses suspendues, des rivages en transformation, des coraux fragiles. À la salle d'exposition du quai Antoine Ier, l'océan se fait spectacle. Intitulée « Demain, l'océan », cette exposition collective rassemble les œuvres de 37 artistes internationaux, tous avec un même objectif, éveiller les consciences face à l'urgence climatique en donnant la parole à l'art. C'est notre commissaire d'expo, Élodie Antoine, qui a choisi, qui connaissait bien les œuvres des artistes et qui a choisi de faire passer différents messages par rapport à l'océan et par rapport à l'homme et l'océan. Donc nous avons à la fois le danger, mais aussi l'approche, le rivage, la faune et la flore des eaux profondes. Et à travers, je dirais, ce voyage aquatique, nous voyons à quel point notre planète est en danger alors que nous la côtoyons, et notamment ici en Méditerranée au quotidien. Organisée, vous l'aurez compris, par la Direction des Affaires culturelles, l'exposition s'inscrit également dans la mer en commun, une initiative lancée par la Principauté à l'occasion de l'année de la mer. Nous avons choisi cette thématique cette année puisque la Principauté avait de grands rendez-vous internationaux dans la protection des océans, à savoir le Blue Economic and Financial Forum et également le troisième sommet des Nations Unies pour l'océan. Donc c'était important de s'inscrire dans cette dynamique et dans cette politique, notamment dans le cadre de l'anniversaire des 20 ans de règne de notre souverain. C'est en quelque sorte un cadeau pour son anniversaire de règne, et donc je me réjouis que le public puisse voir à travers toutes ces œuvres que les actions du prince souverain sont très importantes pour notre climat et pour le développement durable. Le parcours scénographique, immersif et poétique aborde les grands enjeux, réchauffement, pollution plastique, montée des eaux, mais sans jamais céder au fatalisme. Ici, l'océan n'est pas seulement un sujet d'étude, c'est un cri artistique, une invitation à agir portée par la beauté et l'urgence. Une exposition qui se tiendra jusqu'au 7 septembre à la salle du quai Antoine Ier. On vient de le voir dans ce reportage. Demain, l'océan, avec ce point d'interrogation. Bonsoir à vous, Élodie Antoine. Bonsoir. Commissaire de cette exposition. J'insiste sur le point d'interrogation, c'est important pour avoir visité cette exposition qui vient d'ouvrir ses portes ici à Monaco. On se pose beaucoup de questions autour de l'océan et de l'humain. Oui, c'est pour ça qu'on a décidé d'installer l'humain en ouverture de l'exposition au milieu de la mer, pour montrer que l'avenir des océans dépend de nous, les humains. Évidemment, c'est dans le suivi de ce qui s'est passé il y a quelque temps ici à Monaco, à Nice, avec cette défense de l'océan. Ici commence la mer, ça nous revient souvent dans cette année particulière, bien sûr, cette mer qu'on a tous en commun. L'année de la mer qui, encore une fois, il faut prendre soin de cet espace ô combien important. Oui, c'est ce que j'ai essayé de démontrer dans l'exposition, à travers 6 sections. Une première section qui nous amène à découvrir l'horizon, une seconde qui nous amène à entrer dans les fonds marins, une troisième qui nous invite à aborder le rivage et à l'habiter, et ensuite à se sensibiliser petit à petit aux questions des dangers de la mer avec la migration, à la mer en danger avec la pollution et les microplastiques, et avec le réchauffement climatique et évidemment la montée des eaux et d'une certaine manière le déluge qui nous guette. On s'arrête dans votre exposition très souvent pour voir la mer comme elle l'est, comme elle risque de devenir aussi. On la découvre au début dans sa dimension calme et agréable et presque méditative, en tout cas qui conduit, qui pousse, qui intime à la méditation. Mais on la découvre aussi par endroits orageuse, dangereuse, menaçante, inquiétante. C'est ce qui nous marque le plus quand on fait les premiers pas dans votre exposition, bien sûr. C'est ce danger et puis cette façon de recréer un autre univers quelque part, qu'on doit peut-être nous aussi les humains redéfinir rapidement. Moi, surtout, ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire en sorte de prendre les gens par la main pour les amener petit à petit
à prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et effectivement, vous avez raison, c'est-à-dire qu'il faut qu'on la protège. Et pour la protéger, il faut qu'on ait conscience qu'elle est en danger. Et donc c'est un peu l'objectif de cette expo, c'est de montrer que la mer est en danger. C'est vrai qu'il est magnifique parce qu'il nous amène à plein de réflexions, on le disait, mais déjà, il y a la beauté de la mer aussi, on ne l'oublie pas, hein. Je ne néglige pas, bien sûr. Non, évidemment, il y a la beauté de la mer, mais il y a aussi la beauté des fonds marins, il y a aussi la beauté du rivage, il y a la beauté de l'imagination, il y a de la beauté aussi de cet horizon qui ouvre sur tous les possibles, mais qui aussi peut se refermer très rapidement. Élodie Antoine, c'est un écrin idéal, Monaco, finalement, avec toutes les actions du prince souverain, de sa fondation, le lieu, la topologie, la géographie. Tout y est, ici à Monaco, pour pendant cet été, venir tous les après-midi, quand on le souhaite, visiter l'exposition. Elle a été conçue pour le grand public, et j'espère que tout le monde viendra, des petits, des grands, des plus âgés, des publics handicapés. En tout cas, mon objectif, c'était de faire une exposition pour tous. Combien d'œuvres à peu près? Combien d'exposants aussi? Alors, il y a 33 exposants qui sont issus des 5 continents et il y a 75 œuvres en tout. Élodie Antoine, on vous souhaite une belle exposition, vous, commissaire évidemment de cette expo. Il y a beaucoup d'expositions en ce moment. Est-ce que dans la vôtre, il y a un endroit où vous vous sentez bien ou un endroit qui vous interroge? Je rappelle que c'est Demain l'océan avec un point d'interrogation, le thème. J'ai commencé à imaginer l'exposition avec l'œuvre de Malachi Farrell qui s'appelle Fiche Flag Mourant, qu'il a conçue en 98 et que j'ai découverte en 2000 au Crac de Sète. Je pense que c'est l'œuvre la plus puissante de l'exposition. Très belle traversée en tout cas artistique autour des enjeux climatiques bien sûr, aujourd'hui si important pour notre planète. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci à vous. Autre exposition, boulevard du Larvoto cette fois, avec à la Camille Art Gallery un hommage à Vincent van Gogh à travers le regard d'un artiste contemporain. Dans la série Fort Vincent, connexion intemporelle, Eric Massolder explore un lien pictural et émotionnel avec le célèbre peintre hollandais. Voici le reportage de Christine Dapetit et Lionel Bernardi. Des couleurs puissantes, des gestes bruts et en toile de fond, l'ombre bienveillante de Van Gogh. Une série d'œuvres de l'artiste Eric Massolder qui réinterprète, sans copier, l'univers de Van Gogh comme un dialogue à travers le temps. Une exposition qui révèle un lien profond entre deux sensibilités artistiques. En fait, Van Gogh est placé vraiment comme un étalon de la mesure de son travail. Et donc ça, c'est une pression énorme pour Massolder. Mais on peut voir des éléments connexes dans le rapport qu'ils ont tous les deux à la nature. Le rapport qu'ils ont thérapeutique presque avec la nature. Aussi un rapport thérapeutique à l'art qui est un besoin qui est pratiqué par les deux artistes avec un rythme frénétique, avec une énergie qui est vraiment débordante. Et donc on peut voir que ces deux productions qui fournissent des réponses à la noirceur, qui fournissent des réponses à des crises qui sont pertinentes dans ce sens et qui propose justement plusieurs solutions, disons, de lumière par rapport à des temps sombres. On connaît Vincent pour la noirceur qui accompagne sa légende, pour l'oreille, bien évidemment. Et donc, c'est l'idée de transcender toute cette noirceur, toutes les crises qu'on vit actuellement pour amener des solutions. Une immersion dans la mémoire artistique, mais aussi une quête d'identité à travers l'autre. Une plongée vibrante entre mémoire, matière et modernité. Fort Vincent, connexion intemporelle. Une exposition à voir jusqu'au 15 septembre à la galerie Camille, 3 avenue Princesse Grace. Les récompenses s'enchaînent pour les casinos de la SBM, quelques mois seulement après l'obtention du prix de Best Customer Service pour le Casino de Monte-Carlo et celui du Best Live Entertainment pour le Casino Café de Paris. Les casinos de la SBM décrochent un nouveau titre, celui de la meilleure équipe de machines à sous en Europe. Un premier prix cette année dans cette catégorie, remis par l'Association des casinos européens à l'occasion du championnat d'Europe des employés de jeu qui vient de se tenir en Autriche. Un tout nouveau prix qui salue le dynamisme et le savoir-faire de cette équipe, mais aussi toutes les innovations en matière de jeu développées par le Casino Café de Paris. On reste dans le domaine des distinctions avec cette fois les arts culinaires à l'honneur, avec hier le prestigieux 56e anniversaire du Grand Cordon d'Or qui s'est tenu au Méridien Beach Plaza, manifestation qui réunit grands noms de la cuisine française, amateurs de haute gastronomie et actions humanitaires. Un reportage de Gaëtan Lebrun et Hugo Comasa. La famille du Grand Cordon d'Or de la cuisine française continue de s'agrandir. 20 nouveaux chefs ont rejoint hier la confrérie, au terme d'une soirée placée sous le signe de l'excellence culinaire.
On est très content cette année d'ailleurs parce qu'on est dans un hôtel magnifique, le Méridien Beach Plaza à Monaco. On est très très bien reçus. On a un chef formidable ici, monsieur Laurent Collin, qui nous concocte chaque année un très très beau menu. Et on a des récipiendaires de très grande qualité et surtout, je dois le souligner, un parrain pour cette soirée exceptionnelle en la personne de monsieur Michel Roth. Le conseil magistral des côtes blanches de la principauté de Monaco est très très heureux ce soir, cher Michel, de te remettre le grand cordon d'or de la cuisine française. Le message, il est toujours le même, c'est de continuer à faire son travail avec amour, bien évidemment, et transmettre aux jeunes générations, et de plus en plus, parce qu'on s'aperçoit que c'est difficile dans les écoles hôtelières, on s'aperçoit que c'est difficile aussi de recruter des jeunes gens dans les cuisines, mais pas que dans les cuisines, dans tous les métiers de bouche. Donc effectivement, notre rôle est important dans la transmission. Chaque année, ce gala prestigieux intronise de nouveaux membres dans l'ordre du Grand Cordon d'Or, mais cette 56e édition a aussi mis à l'honneur la solidarité en récoltant des fonds pour une cause essentielle. Chaque année, lors de notre gala, on fait effectivement un petit clin d'œil, on essaie de récolter un petit peu d'argent grâce à une tombola. Cette tombola nous sert à 2 événements importants, le concours culinaire que nous organisons au lycée hôtelier Régnier 3 à Monaco, et bien évidemment une association qu'on choisit chaque année à Monaco, qui œuvre autour de l'enfance, de la maladie qui touche l'enfance en général. Une soirée d'exception où l'excellence culinaire a rencontré la générosité. Le Grand Cordon d'Or confirme une fois de plus que la gastronomie peut aussi être un moteur de solidarité. En sport, en tennis à Wimbledon, la défaite cet après-midi malheureusement en quart de finale du tournoi de double pour notre dernier représentant monégasque, Hugo Nys, associé au Français Édouard Roger Vasselin, battu au tie-break dans la 3e manche décisive, 10,5 par la paire, tête de série numéro 1 à Wimbledon, le duo Arevalo-Pavic. Au final, voici le score des plus serrés, 6-4, 6-7, 7-6. Une nouvelle association a vu le jour cette année en principauté, l'ACELI, l'association chrétienne des travailleurs italiens. Un cocktail de bienvenue et de présentation a été organisé sur la terrasse Équivoque la semaine dernière, juste au-dessus de l'hôtel Miramar. Je vous propose d'écouter la présidente de l'association. Elle est au micro de Fabien Bonilla. Notre objectif est de construire un lieu ouvert où chacun puisse se sentir accueilli, valorisé, écouté. Les ACLI ne sont pas seulement une association de services, c'est une maison de valeurs. Et parmi ces valeurs, une des plus profondes est la paix. Une paix concrète, quotidienne, faite de valeurs, respect et relations vraies. Les ACLI, leur objectif, c'est de promouvoir la culture du travail, de l'intégration sociale et de la durabilité environnementale à l'échelle internationale. Pendant l'année, on va organiser des événements, des moments de réflexion comme des spectacles, des congrès, des séminaires. L'association, nos membres fondateurs, c'est 8 personnes ils habitent ici à Monaco. Il y a des personnalités italiennes et monégasques et du coup cette association c'est aussi pour offrir une opportunité à tous les Italiennes qui sont ici dans la principauté, des travailleurs italiens, des résidents ou des pas résidents ici. Du coup c'est pour offrir une opportunité, un point de référence. Avant de découvrir votre météo pour les heures à venir en compagnie de Sarah Inkari, comme le veut la tradition, on termine ce journal par les instantanés du jour consacrés à l'inauguration hier soir de l'exposition Couleurs qui va donc se tenir jusqu'au 31 août au Grimaldi Forum. Les photos sont signées Manuel Vitali. On se retrouve demain pour un tout nouveau journal. D'ici là, passez toutes et tous une très belle soirée. Et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous, demain encore une belle journée estivale s'annonce en principauté. Le soleil brillera du matin jusqu'au soir, sans nuages à l'horizon. Les températures, elles, seront agréables avec une maximale autour de 28 degrés en journée et une minimale de 18 degrés durant la nuit. On respire un peu mieux côté vigilance météo, l'alerte orange canicule pour les Alpes-Maritimes est passée
au jaune. Enfin, en ce mercredi 9 juillet, nous souhaiterons une bonne fête aux Amandines. Belle soirée à vous sur Monaco Info. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.